Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons pour la seconde fois Mohamed Kettata, après un premier échange en septembre 2022. Professeur des universités et ancien directeur régional de l'Agence universitaire francophone à Bucarest, Mohamed Kettata est désormais directeur de l'école de management de la francophonie basée à Sofia. Avec lui, nous allons évidemment parler de sa nouvelle fonction, mais aussi d'autres choses un peu plus intimes. Si son travail est désormais à Sofia, son amour pour la Roumanie est resté intact. Son chez lui est d'ailleurs toujours à Bucarest, si je ne me trompe pas. Mohamed Kettata, bonsoir. Bonsoir. Je ne me trompe pas en disant que votre maison est toujours à Bucarest? Mais tout à fait, c'est toujours ma résidence principale, aujourd'hui, hier et demain. Et demain, d'accord. Et D'accord, on va en parler un peu plus en avant. Alors, en premier lieu, j'aimerais que vous nous parliez de l'école que vous dirigiez. Que fait-elle et comment va-t-elle? je vous remercie pour cette invitation, encore une fois, pour l'antenne de Radio France Internationale. J'ai le plaisir et l'honneur cette année de diriger l'ESFAM, qui est l'école de management de la francophonie de l'Agence universitaire de la francophonie dans le monde. C'est un établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. Cette école, elle a été créée maintenant, ça fait 30 ans et un an, 31 ans, on peut dire justement. C'est le cadeau justement de la francophonie que le gouvernement bulgare a voulu témoigner comme geste à son adhésion à la francophonie. Comme vous le savez, il a créé à cette époque-là l'Institut de la francophonie pour l'administration et la gestion qui s'appelle l'IFAG. Depuis, justement, cette école s'est développée et aujourd'hui, on peut dire, c'est une école internationale, c'est une école de management de la francophonie qui dispense des masters délocalisés à 100%, de pays européens, particulièrement la France et la Belgique, mais on avait avant le Canada, etc. Et ces formations ont été faites justement pour former les cadres de l'Europe centrale et orientale d'une manière francophone, comme geste à la francophonie suite à leur adhésion. Comme vous le savez, la Roumanie a fait ce même geste en permettant l'ouverture d'une direction régionale de l'AEF en Europe centrale et orientale. Combien d'élèves avez-vous? Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Oui, vous aviez combien d'élèves à l'école? Cette école compte tous les ans entre 100 et 150 étudiants. Cette année, nous avons en fait un peu plus que 100 étudiants répartis dans 5 masters internationaux. Ces masters, bien sûr le master historique qui est le master de management et administration des entreprises qu'on appelle MAE, Management Administration des entreprises. C'est un master de l'université de Nantes à double compétence, c'est-à-dire y compris en fait un jeune issu d'une filière technique, issu d'une filière littéraire, il peut le suivre pour acquérir des compétences dans le domaine du management et de l'administration. Ça, c'est le master numéro 1. Nous avons un master également, ce qu'on appelle de management des PME et des territoires touristiques. C'est un master de l'Université de Corse, assuré également à 100% à Sofia pour des étudiants internationaux, particulièrement de l'Europe centrale et orientale, mais dans d'autres pays du monde. Un autre master, ce qu'on appelle le master en transports internationaux, parcours Europe centrale, c'est MTI, transports internationaux. C'est un master de l'université Paris-1 Panthéon, Sorbonne, qui est également assuré en totalité à Sofia. Un 4e master, c'est le Master Supply Chain Management, c'est les chaînes d'approvisionnement. Il dure combien de temps ces masters, 1 an ou 2 ans? Tous ces masters-là
sont pour la durée d'une année universitaire, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août ou du 1er octobre, mais en deux parties, bien sûr. C'est-à-dire la partie théorique qui se fait au sein de l'école pendant les 6 premiers mois, généralement fin mars, comme ils le sont actuellement, en train de partir dans le monde socio-économique, c'est-à-dire si vous permettez, le dernier que je pas, et c'est le dernier master important, qui est le master de management de l'innovation durable et de la digitalisation. C'est un master de HEC Liège, Belgique, qui accueille également un nombre relativement important d'étudiants internationaux. Mais principalement, vos étudiants sont d'Europe centrale et de l'Est. Et vous avez quelques étudiants, c'est la majorité, d'après ce que je comprends, et vous avez quelques étudiants d'Europe de l'Ouest et d'un petit peu partout dans le monde, c'est ça ? La vocation de l'école, à l'origine, c'était former des cadres de l'Europe centrale et orientale. Sauf que, bien sûr, cette région-là, la francophonie s'est développée. L'AEF a fait beaucoup de choses. Nous pourrions parler à la fois de la Roumanie comme de la Bulgarie. Aujourd'hui, nous avons des universités francophones. Mais aujourd'hui, l'Europe centrale et orientale n'est plus une majorité, je dirais c'est un petit tiers, avec 2 tiers d'étudiants internationaux. Dans l'Afrique, les 4 Afriques prennent une place importante au sein de notre école. Vous diriez que les étudiants africains également arrivent au quart de l'effectif ? Ils arrivent même presque à la moitié des effectifs. Ah oui, effectivement. Presque à la moitié des effectifs parce que l'école est devenue très internationale. Vous savez que nous accueillons en fait une quarantaine de nationalités. Pour 120 étudiants, une quarantaine de nationalités. Et pour tout vous dire, demain, nous faisons la remise des diplômes de la 30e promotion qui a terminé l'année dernière. Et aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 2200 diplômés venant d'une quarantaine de nationalités et occupant aujourd'hui sont des cadres qui se trouvent un peu partout. Une information très importante pour nos auditeurs, c'est que tous les étudiants de l'Europe centrale et orientale bénéficient de la dispense des droits d'inscription, vous imaginez, d'avoir une bourse, soit donnée par l'AEF, soit donnée aussi par la Wallonie de Bruxelles International et par le gouvernement belge. Donc vous voyez qu'ils sont gâtés. D'accord, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Qu'en est-il des frais d'inscription et des frais de ce master pour les étudiants africains? Comment ça se passe? Ça reste toujours symbolique. Nous sommes largement en dessous du marché, si je peux appeler ça marché de l'éducation dans le monde. Pour un étudiant qui frappe à la porte, pour la rentrée prochaine, il ne paiera que 3 000 €. 3 000 € qui couvrent vraiment les frais de sa scolarité, parce que, y compris son inscription, y compris dedans l'inscription que nous versons systématiquement à l'université qui l'inscrit. Nous assurons, je dirais, toute la partie administrative, logistique et pédagogique de la formation, sachant que ce sont les universités qui encaissent l'inscription et qui délivrent le diplôme. Oui. D'avoir le diplômé. Oui. Et les professeurs, les enseignants, je suppose, sont également de nationalités diverses. Nos professeurs, ce sont les mêmes professeurs qui enseignent dans leurs unités d'origine, c'est-à-dire ce sont des professeurs qui viennent chez nous avec une prise en charge totale, encore une fois, de l'AEF pour qu'ils dispensent les cours en présentiel. Ça, c'est un. J'ai souhaité, depuis que je suis là, d'introduire une nouvelle petite composante, c'est de donner la possibilité à des locaux de contribuer et de participer, parce que l'école doit faire du paysage universitaire. Nous avons quelques professeurs locaux et des internationaux. Je peux dire que les 2 tiers viennent
trois quarts viennent de l'université d'origine, un petit quart, voire un maximum d'un tiers, sont des internationaux qui contribuent à la formation. D'accord. Alors, Mohamed Kettata, vous êtes ingénieur et vous allez me couper si je fais une erreur dans la présentation, cette nouvelle petite présentation de vous-même, diplômé de l'école centrale de Paris et vous avez été expert scientifique européen de 2010 à 2016 au sein de la Direction générale recherche innovation. Alors précisément, j'aimerais savoir quel est votre rapport, c'est une question qu'on pose souvent au micro du soir à nos invités, votre rapport aux nouvelles technologies de l'information, évidemment en lien avec votre fonction. Est-ce que vous les embrassez totalement et surtout, quel est le message que l'établissement que vous dirigez et que vous-même, vous essayez de transmettre à ces jeunes? Vous savez que plusieurs pays européens, là c'est pour l'enseignement secondaire, mais ont interdit le smartphone par exemple dans les collèges et lycées. Vous, par rapport à ça, quelle est votre philosophie, on va dire? Je dirais depuis mon jeune âge, même si je viens d'un milieu très modeste, j'étais toujours attiré à la fois par les études, à la fois par les études technologiques et justement comment ces nouvelles technologies, même si à l'époque il faut la relativiser justement par rapport au temps, j'étais toujours y intéressé. Mon parcours m'a permis, il faut dire justement que notre système français est basé justement sur les mathématiques et la physique. Et quand on réussit, je dirais, dans ces deux filières particulièrement, ça nous ouvre beaucoup plus de portes. Ça peut être injuste. Notre système français et francophone, il est un peu sélectif, mais ainsi fait, il faut toujours comprendre le système, comment il marche, mais tout simplement faire ce bon choix. Donc c'est pour cela que j'étais toujours y attiré, y compris à la fois dans ma formation initiale comme dans ma formation doctorale. Je me souviens très bien, mon premier sujet de thèse de doctorat, mon chef, il me parlait des transmissions d'informations haut débit par fibre optique dans les années 80. Je peux vous assurer qu'il me parlait chinois, c'est-à-dire il me parlait une autre langue que je comprenais pas du tout. Mais ça n'empêche, je dirais, quand on s'investit dans un domaine, quand on essaye justement de l'exploiter à fond, on arrive. Et depuis cette époque-là, nous avons développé quelques petits systèmes de transmission. Ça a été transposé chez Alcatel, avec qui nous avons travaillé en fait en direct. Et puis, j'ai été toujours attiré justement par l'enseignement supérieur et la recherche, parce que je trouve que la recherche, c'est un domaine passionnant. Parce que, à la limite, plus vous avancez, plus vous avez envie en fait, plus vous vous enfoncez, en fait, la vérité dans le détail, et plus vous avez envie de continuer à continuer. Et j'étais toujours aussi intéressé par la transmission, comment partager mes connaissances. C'est pour cela que j'ai commencé même à enseigner. À l'époque, je suis revenu en fait à l'école pour contribuer à l'école centrale de Paris à donner quelques cours. Puis, je me suis dit, il fallait découvrir la province. Pour tout vous dire, parce qu'on avait de la famille, et c'est comme ça que j'ai intégré mon premier poste d'enseignant-chercheur, jeune maître de conférence à l'époque, à l'université de Rouen. Très très vite, j'ai compris le système, et très très vite, je peux vous dire que je suis passé professeur. J'ai été parmi les plus jeunes professeurs, mais ça, il ne faut pas le dire très très fort. J'ai eu la chance d'y passer très vite. Et je me suis investi à la fois dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'administration. Aussi, très jeune, j'ai pris des responsabilités de chef de département, directeur de laboratoire, mais également à la présidence de l'université de Rouen, où j'étais quand même à 2 mandats. À chaque fois que j'ai exercé une fonction, c'était 2 mandats, y compris à la présidence, 2 mandats de premier vice-président de l'université. Puis, quand j'ai fait tout ça, je me suis dit, mais
mais il me reste le monde, l'international. Et l'international. Et Mohamed Kettata, merci pour ces précisions. Concernant les étudiants, je reviens un petit peu à ma question, j'entends dire parfois qu'ils sont moins attentifs, précisément parce que trop collés sur leur téléphone portable. Vous, comment vous les percevez, ces jeunes d'une vingtaine d'années? Moi, je les trouve très bien, la vérité, et je ne peux pas leur reprocher justement l'utilisation des moyens de technologie. Aujourd'hui, ce qui est certain, bon, le téléphone mobile, le portable est devenu un outil même, je dirais, très classique dans notre quotidien. Moi, le plus important, c'est qu'ils sachent retrouver l'information et d'une manière rapide et efficace. Aujourd'hui, aujourd'hui même à l'école, nous assistons au développement de l'intelligence artificielle. Nous essayons de leur donner même les outils, comment ils essayent de maîtriser cette nouvelle approche, mais l'utiliser d'une manière intelligente. Attention, le plagiat n'est plus autorisé comme on peut le penser à 100%. Mais on ne peut pas l'ignorer, ça peut faciliter. Vous savez que dans un document quelconque, un rapport de stage, il y a toujours, je dirais, un petit tiers au début du rapport qu'on appelle justement l'état de l'art du sujet. L'état de l'art, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas que quelqu'un s'appuie sur l'intelligence artificielle pour avoir ce qui s'est passé avant. Mais il faut garder la partie la plus importante, qui est la partie théorique de son travail et la partie éventuellement expérimentale, que ça doit être un apport. C'est pour cela, nous n'avons pas légiféré encore, mais je suis partisan pour que 20-25%, sans que ça dépasse un tiers, soit toléré dans notre domaine particulièrement de ça. Mais bien sûr pas dans les épreuves d'examen que nous continuons à travailler sans aucun outil technologique moderne. Je comprends. Alors, si vous le voulez bien, Mohamed Kettata, maintenant j'aimerais bien que nous passions à d'autres sujets auxquels je faisais allusion en introduction et que je suis curieux d'aborder avec vous. Décrivez-nous Sofia, votre Sofia. Ah, pour moi, bon, Sofia, c'est une petite capitale européenne. Entre parenthèses, c'est la 4e, je dirais, presque des pays des Balkans, après la Grèce, après... Vous y résidez depuis combien de temps? Pardon, excusez-moi. Vous êtes directeur depuis combien de temps? Depuis presque un an, puisque vous savez que mon collègue est parti diriger l'Asie-Pacifique depuis le 1er juin dernier, et l'AEF m'a nommé... m'a demandé d'assurer l'intérim et puis de continuer. Normalement, comme vous le savez, je devrais terminer aussi avec l'Europe centrale et orientale, dont j'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur de la manager pendant 8 ans. Je pense que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait ce genre de séjour, mais j'ai eu la chance, mais vous le savez très bien, les résultats jusqu'à aujourd'hui sont quand même là. Donc Sofia, pour moi, oui. Sofia est une belle ville d'art, d'histoire, de gastronomie. C'est une ville culturelle que j'apprécie vraiment beaucoup. Déjà, toute la Bulgarie, vous savez que c'est même pas le tiers de la grande sœur à côté de la Roumanie. C'est un petit 6 millions et quelques d'habitants. Sofia, c'est un petit million et quelques poussières d'habitants. C'est une grande petite ville au niveau de la région des Balkans. Bien sûr, il y a nos voisins qui nous dépassent, si je vois la Grèce, la Turquie et d'autres. C'est une ville où il fait bon vivre, vraiment. Il y a je dirais, quelqu'un qui s'intéresse en fait à la culture, c'est presque... Tous les jours, il y a une activité. Il y a une francophonie timide, mais elle est là, elle existe au niveau d'une certaine classe bulgare. Je peux vous assurer que c'est un pays, en fait, quand on arrive, bien sûr, la langue slave, je dirais l'écriture cyrillique, bien sûr, au début, mais
Bon, elle fait partie des langues que l'on peut apprendre si on fait un minimum d'efforts. Tous les moyens sont bons pour vraiment vous aider. Moi, je l'aime bien, je me sens vraiment bien. Il y a une bonne, la Chambre de commerce franco-bulgare est active. Bien sûr, encore une fois, il ne faut jamais comparer avec un autre pays de 3 ou 4 fois plus important. Euh, la francophonie tient une bonne place malgré le nombre relativement très réduit. Mhm. Il fait bon vivre et j'invite tous ceux qui veulent découvrir la vie de Sofia, la vie sophiote de la Bulgarie. Hein, Mhm. il s'y plaira. Et Et, je vous en prie. oui, et alors ce que je disais en vous présentant, c'est que vous avez toutefois, et vous insistiez déjà en introduction, vous disiez que Bucarest voilà, c'était votre lieu de résidence et que ça allait continuer à l'être. Bucarest reste votre ville de cœur à l'Est. Tout à fait, tout à fait. Bon, il faut dire que Bucarest, je l'ai connu, je dirais même très très jeune. C'est une ville Ah bon, quand que est-ce que la première fois que vous avez connu Bucarest, vous aviez quel âge? si je peux vous dire, j'avais justement à peine adolescent. Ah bon? La première fois, la première fois que j'ai écrit une lettre de ma vie, justement, de correspondance, puisque à l'époque, il fallait justement avoir acheté Salut les copains. Et vous savez que là-dedans, mais tu n'étais même pas né, il y avait 4 pages et un grand poster. Et derrière le poster, il y avait des adresses de correspondance. C'était à une jeune Roumaine de Mhm. Timișoara, justement, à qui j'ai écrit la première fois. Et nous avons continué cette correspondance. Bref, c'est ma famille, c'est une de mes familles d'adoption, en fait, en Roumanie. Et puis après, je ne sais pas, je pense qu'il y a un lien certainement direct et indirect. C'est-à-dire que nous avons développé des projets de coopération entre Rouen et la Roumanie et pendant des années, nous accueillons justement des chercheurs roumains à la fois dans mon laboratoire et dans mon université. J'ai été impliqué dans plusieurs vraiment projets avec Cluj en particulier, qui était ma destination première où je suis venu pour la première fois, hein, parce que nous avions à l'époque à l'université de Rouen des professeurs qui venaient enseigner la médecine. Et j'étais premier vice-président et mon président, il me regarde et me dit, c'est des professeurs qui vont se promener là-bas. Hein. Il ne veut pas signer la convention. Une fois, 2 fois, bon, j'ai insisté et je me souviens très bien, il me balance comme ça la convention et il me dit, si tu as envie, tu signes et tu peux y aller, mais pas moi. Mais tant mieux pour moi. C'est signé justement à Cluj la première convention pour la médecine francophone dans les années 80. Mhm. Et maintenant, regardez, Cluj, c'est devenu une grande université de médecine, sans dire que Iași, Bucarest, Timișoara, etc. Même la Moldavie est devenue une belle destination. Donc c'est pour cela que mon lien, Mhm. j'ai plus d'amis, c'est un pays latin, on se sent chez nous, vive l'Europe et Mhm. pourvu que ça continue. Mhm. Euh, Vous êtes ou avez été, je ne sais pas, ténor au chœur orchestre de Normandie et au chœur du CNAM de Paris. Euh, Quelle importance a eu ou a toujours le chant dans votre vie? Ben, écoutez, oui, c'est vrai que depuis mon jeune âge, en fait, bon, j'étais toujours intéressé par le chant et particulièrement justement la musique classique, chose bon, qui me que j'adorais et tout. Et en Normandie, par hasard, en fait, j'ai découvert l'existence du chœur orchestre symphonique de Normandie qui était notre chef d'orchestre était un professeur de médecine et il y avait quelques universitaires et je l'ai rencontré par hasard et il m'a dit mais tu peux venir chanter avec nous et du coup
je me suis inscrit et j'ai fait une dizaine d'années j'étais particulièrement dans le chœur. Nous étions à peu près 120 à 130 sur les 4 pupitres, les altos, les sopranes, les ténors et les barytons. J'étais ténor et du coup, on faisait tous les ans pratiquement minimum 4 à 5 grands concerts. Attention, nos concerts sont dans les églises parce que vous savez très bien, les églises et les cathédrales sont les lieux magiques pour le son et la voix. Et donc, c'est pour cela. Et même quand je suis parti, en fait, en détachement, si je peux dire, quelques années, en fait, sur Paris, j'ai continué parce que j'ai retrouvé au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, la même, mais en fait, à une échelle très réduite, très réduite. J'en ai fait partie et c'est quelque chose que j'adore. C'était vous chantez toujours le chant grégorien. Pour tout vous dire, ici, non. Ici, à Sofia, bon, non. Mais j'étais toujours vraiment sur la musique classique. Et donc, je faisais partie de ce pupitre des ténors. Oui, oui. Mohamed Kettata, dernière question. Quel est votre rapport avec le Maghreb ? Le Maghreb, ça reste toujours mes racines. La racine de ma famille, c'est une famille qui est d'origine tunisienne. Vous le savez très bien que si je prends le siècle dernier, la Tunisie, comme les 3 pays du Maghreb, étaient des colonies ou des protectorats. Ça dépend du statut justement des uns et des autres, des 3 pays. Vous le savez très bien. Il y en a une colonie. Bon, bref, il y a même un pays qui était la France aussi au milieu. Et ma famille était un mélange de Français et de Tunisiens. Et vous le savez très bien qu'il y avait aussi les 2 guerres, et particulièrement la Grande Guerre, où il y a plusieurs qui ont été réquisitionnés de l'Afrique du Nord. Et c'est comme ça que j'ai eu dans ma famille ceux qui... Ils ont contribué pleinement, ils ne sont jamais revenus, mais la famille a continué à continuer à exister, à la fois en Tunisie, mais une grande partie est maintenant en France. Vous allez en Tunisie de temps en temps? Pardon, excusez-moi. Vous allez? C'est un pays. Vous y allez? Vous y allez? Oui, je vais. En fait, pour tout vous dire, on a même encore du patrimoine que c'est très difficile de le récupérer. Vous le savez très bien, après plusieurs décennies, voire le siècle, c'est très difficile. Mais c'est un pays que je porte au fond de moi-même. Vous y allez tous les ans? Je dirais pas tous les ans, mais j'essaye de garder un lien. Ça me touche toujours. Vous allez à Tunis quand vous allez en Tunisie? Pour tout vous dire, Tunis, bien sûr, c'est la capitale, tout le monde y passe, mais les origines de ma famille, c'est Sfax. Sfax, c'est la capitale du Sud, c'est la capitale économique de la Tunisie. C'est une ville où il y a une forte économie, si je peux dire. Et de très belles universités, de très belles universités. Avec qui j'essaye de collaborer maintenant. J'avais dit que c'était la dernière question, mais non, en fait, j'en ai une toute dernière qui me vient. Vous avez, encore une fois, je le répète, mais élu résidence à Bucarest. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Maghreb, la Tunisie, pays magnifique, vous êtes méditerranéen dans l'âme, je crois savoir. Est-ce que parfois vous vous dites, mais pourquoi pas rentrer au pays? Vous savez, aujourd'hui, franchement, peut-être ça ne... Non, mais je suis chez moi un peu partout. Je suis un citoyen du monde. Vous savez que déjà rien que ces dernières années, 8 années, avec 30 pays où nous étions présents dans 24 pays, vous imaginez presque un voyage, une mission par semaine, voire tous les 15 jours. C'est quelque chose dont les gens ils me disent, mais
t'es pas fatigué? Je leur dis non, plutôt le contraire. Et tu le vois très bien, ça me rajeunit. Les gens, ils avancent et moi, justement, mon compteur, il tourne dans l'autre sens. Non, et la preuve que je vais y aller prochainement, même à Sfax, je vais aller à Tunis, à Sfax, présenter les femmes pour les jeunes tunisiens, comme je vais aller la semaine prochaine en Pologne, à Poznan. Donc non, je suis chez moi, je me sens vraiment chez moi en France, je me sens chez moi, et avec une résidence, je me sens chez moi également en Roumanie. C'est un pays que j'ai adoré, je ne vous cache pas, mais je suis chez moi donc également en Tunisie. Et bon, c'est comme ça. Être citoyen du monde. Très bien, ben, je vous remercie infiniment Mohamed Kettata, ça m'a fait très plaisir. Notre premier échange datait de septembre 2022, donc il était temps de rediscuter. Merci de nous avoir présenté cette école à Sofia, et je crois que les jeunes auditrices et auditeurs qui nous écoutent seront certainement intéressés par les possibilités d'aller étudier ces masters à Sofia, et merci d'avoir répondu avec sincérité à ces questions un peu intimes. Merci. Merci beaucoup. Merci Mohamed Kettata. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas recommandé. Si vous prenez la route, soyez très prudents. Je vous souhaite un excellent week-end. Week-end Blackwood. Au revoir.